Bon, tu dis que je suis philosophe, mais en fait, je vais être un philosophe qui va essayer d'interpréter les propos d'un mathématicien. Et ce mathématicien, c'est Stéphane Dugolfsson, qui a écrit avec moi, c'est un honneur pour moi, un livre sur le temps. Et dans ce livre, il s'agit de proposer un modèle mathématique d'une théorie qui s'appelle la théorie métachronologique. Et la théorie métachronologique, c'est celle que j'ai exposée longuement dans des ouvrages. Et là, donc, il y a une réflexion métaphysique qui ouvre ce livre et qui est de ma part, et une réflexion métaphysique au sens cartésien du terme, et suivi d'un modèle mathématique proposé par Stéphane Dugolfsson. Donc il s'agit d'abord de dire que la métaphysique en question, et cette métaphysique que je propose, est cartésienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la métaphysique, c'est pas un discours sur l'être, c'est un discours d'un être sur l'être. Donc, c'est-à-dire que lorsque Descartes écrit son discours de la méthode ou ses méditations métaphysiques, c'est le sujet Descartes, c'est René Descartes, qui cherche à établir un fondement de sa connaissance qui aura une portée universelle. Mais cette métaphysique est méditative, et on appelle ça une méditation et non pas un traité. Et pourquoi on appelle ça une méditation? Parce que le terme méditation a une connotation spirituelle, subjective, à portée universelle. Donc on est là dans une spiritualité philosophique, et c'est ça qu'on appelle méditation métaphysique. Bon, alors il se trouve que Descartes était aussi mathématicien, et qu'il y avait des arrière-pensées de modèles mathématiques à l'intérieur de sa propre philosophie. N'empêche que il faut qu'il établisse même la vérité des fondements des mathématiques, puisqu'il l'écarte dans un premier temps d'ailleurs, il écarte les mathématiques du fondement. On peut toujours penser qu'il y a un Dieu trompeur qui nous brouille les esprits en nous faisant croire que les mathématiques sont cohérentes. Alors laissons cela, parce que j'ai qu'un quart d'heure malheureusement. Donc je voulais insister sur le fait que la métaphysique est principalement méditative. Elle nous concerne, nous, en tant que je, en tant que sujet existant qui est né et qui va mourir. Bon. Et qui est en rapport avec le monde, et puis en rapport avec la question de l'origine du monde, du commencement du monde et de la fin du monde. Alors tout ça c'est la métaphysique, au sens méditatif du terme. Je crois qu'il n'y en a pas d'autre. Même si on parle de Hegel, par exemple, la logique de Hegel est une sorte de méditation métaphysique, mais qui part de Sein, l'être, qui est immédiatement néant, ensuite devenir, ensuite quelque chose. Bon. Et puis on en arrive finalement au sujet simplement dans la philosophie de l'esprit. Et la philosophie de l'esprit est l'émergence à l'intérieur de tout ça du sujet qui va devenir ensuite ce sujet qui s'interroge dans la phénoménologie de l'esprit. Bon. Donc, au fond, la métaphysique est méditative et la méditation est subjective au sens de sa portée universelle. Et il s'agit donc de s'intéresser à soi-même, à son origine et à sa fin. Aujourd'hui, c'est une coïncidence assez extraordinaire. C'est que d'abord, premièrement, c'est pas extraordinaire, mais enfin c'est quand même extraordinaire, c'est mon anniversaire. Donc, bon anniversaire. Donc, je suis né. Aujourd'hui, il y a 73 ans. Ce qui est extraordinaire, c'est aussi que c'est l'anniversaire de la création de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, les Juifs fêtent une fête qui s'appelle Rosh Hashanah. Et Rosh Hashanah est la fête de la création du monde, mais en particulier
au 6e jour de la création de l'homme. Donc, bon anniversaire à nous tous. Et par conséquent, nous allons essayer de réfléchir, de méditer métaphysiquement en 5 minutes sur ce que c'est qu'un commencement. Parce que s'il y a un problème métaphysique, c'est bien celui-là. Il y a le problème métaphysique de la mort, du temps qui nous mène à la mort, de la durée qui va jusqu'à la mort, mais de la durée qui a commencé. Donc une durée qui commence, c'est déjà un problème, parce qu'il n'y a pas de durée du commencement. Si on prend le commencement en tant que tel. Donc le commencement est un problème métaphysique, qui est d'ailleurs le problème de Descartes, mais enfin maintenant j'ai pu parler de Descartes. Je dirais que Kant lui-même s'est posé cette question dans les antinomies de la raison pure, puisque dans les antinomies de la raison pure, un des problèmes métaphysiques qu'il pose, et dont il dit qu'il est antinomique, c'est-à-dire qu'on peut toujours dire aussi bien le même et son contraire quant à sa solution, c'est le monde a-t-il un commencement, ou bien le monde a-t-il été de toute éternité? Et puis c'est quand même là que se pose la grande différence qu'il y a entre Aristote, par exemple, et la tradition grecque, et puis la tradition juive, judéo-chrétienne, la tradition grecque disant que l'être est de toute éternité, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de commencement. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y ait pas de commencement? Et alors, Kant va vous dire, bon, c'est pas cohérent de dire qu'il n'y a pas de commencement, pour des raisons qu'il faut lire dans la critique de la raison pure, que je ne vais pas développer. Mais en même temps, il dit c'est aussi contradictoire de dire qu'il y a un commencement, parce que s'il y a un commencement, alors quel est le début de ce commencement, etc. Bon, donc on est dans une antinomie. Et nous avons donc à penser comment notre propre naissance comme une sorte de commencement. Alors quand je dis connaissance, connaissance, c'est un poète qui a parlé de ça, c'est Claudel. Naissance, mais quand je dis naissance, c'est conception, c'est-à-dire l'instant même rétrospectivement, mon instauration en tant que sujet personnel, individuel, radicalement lui-même. Le je cartésien, je pense, donc je suis au moment où je le dis. Et là, je peux le dire, je suis. Si je suis cartésien, je dis je suis. Bon. Donc, quand on se reporte maintenant à la naissance, peut-on dire, quand je dis naissance, il faut toujours dire instant de la conception, c'est-à-dire rencontre des gamètes dans quelque chose d'absolument neuf, mais qui n'est pas biologiquement observé, qui est non pas non plus vécu, puisque au fond on ne sait pas trop si on a vécu cette conception, mais en même temps vivre la conception, c'est contradictoire, puisque il y a une espèce de mélange de non-soi et de soi, c'est-à-dire soi entre guillemets. Bon. Donc qu'est-ce que c'est que ce commencement? Comment penser le commencement? Et là, on pose la question à Stéphane Dugofson, c'est-à-dire aux mathématiciens. Moi, j'avais proposé quelque chose. Ce commencement, cette naissance, on la pense au passé, c'est-à-dire nous sommes nés. Il ne faut jamais dire je nais, je suis en train de naître, au sens de la conception. Mais on peut dire je suis né. Par conséquent, je suis né comme une sorte de logique rétrospective qui pose la nécessité du commencement de ce à partir de quoi il y a une possibilité pour moi de parler de ce commencement. Bon, je suis né, c'est-à-dire je suis né dans le passé. Par conséquent, il faut savoir ce que c'est que le passé. Bon, je suis là, c'est effectivement le présent. Mais le commencement, il est dans le passé. Donc, comment situer le commencement du passé? Comment penser le commencement dans le passé? Alors, que nous dit Stéphane Dugofson? Mais alors Stéphane Dugofson, là, a fait une sorte de modèle de l'instant métachronologique que j'avais proposé. Le passé n'est pas quelque chose qui n'existe pas, qui a disparu, qui est un instant de ma mémoire ou des objets de ma mémoire. On enlève tout ce qui est de l'ordre de la mémoire, et on essaye de penser le passé
comme une dynamique qui a sa propre loi. Donc le passé est une sorte d'univers en soi, qui mathématiquement s'appelle une sorte de système dynamique, une dynamique catégorique. Et ce passé, alors il faut se poser la question de savoir quel est le commencement de ce passé. Quand on dit quel est le commencement du passé, on va dire, si on prend la perspective du présent, on dira aujourd'hui, à cette heure-ci, à cette minute-ci, je sais le présent, et puis ce présent devient passé à la minute suivante. Quelle est l'origine de ce passé de la minute suivante? C'est le présent de la minute actuelle. Mais là, on ne peut pas parler de minute et de présent actuel, pour autant qu'il s'agit de la naissance et de ce mixte étrange d'être et néant qu'est un commencement absolu. Par conséquent, il faut se projeter dans un passé qui obéit à sa propre loi et qui n'a pas pour origine le présent. Le passé n'a pas pour origine le présent. Le passé n'a pas de premier instant actuel. Et le modèle de Stefan Dugosson, c'est de nous dire ça. Il établit, dans le livre Chronon, il établit la dynamique catégorique nommée passé, qui a pour notation la lettre E. La dynamique catégorique passé a une horloge, dit-il. Donc, cette horloge de la dynamique passée, cette horloge est sans zéro, c'est-à-dire qu'il est lié à l'ensemble des entiers, des réels, à l'exclusion de zéro, donc strictement positif. Donc, ça veut dire que si on considère mathématiquement l'univers passé, la dynamique catégorique passée, cette dynamique passée est sans zéro, c'est-à-dire sans commencement d'une certaine manière. Ça ne peut pas commencer. Le zéro ne le commence pas. Donc il y a une sorte, on peut dire que tout ce qui est de l'ordre du passé est postérieur nécessairement à quelque chose qui s'appelle le zéro et qui serait l'origine. Par conséquent, le passé est sans origine. Le zéro est exclu. On parlera tout à l'heure, sinon je vais m'embrouiller. Alors voilà, donc là, parce qu'il y a deux choses. Il y a donc exclusion du zéro. Ensuite, il faut dire que comme on est dans les réels, on peut dire qu'il n'y a pas non plus de premier instant dans le passé, parce que, dit-il, on peut toujours penser un instant antérieur à l'instant qui est posé. Par exemple, si on est à 1, on va à 1,5, à 1 quart, etc. Tout ça est bien connu. Par conséquent, il y a toujours un instant antérieur à l'instant du début, et cet instant antérieur à l'instant du début est cependant borné par un zéro qui le repousse vers le postérieur. Donc on a un postérieur qui repousse et un intérieur qui n'en finit pas de chercher son commencement. Donc on est là dans l'aporie du commencement, à savoir, du point de vue du modèle, l'aporie du commencement, qui n'est pas exactement la même que celle de Kant, c'est que l'origine vous repousse toujours dans la suite de votre existence, parce que cette origine n'existe pas dans votre existence. Et en même temps, si vous allez vers le commencement du point de vue de la spéculation que vous pouvez faire de votre propre début, eh bien, il y a toujours un instant qui précède celui auquel vous seriez arrivé si vous aviez posé votre commencement. Donc vous êtes repoussé par le zéro vers l'extériorité qui est votre existence, et quand vous prenez votre existence de l'intérieur, vous allez toujours vers un instant précédent, l'instant premier.
Donc on est là dans, au fond, cette phrase que Stéphane Dugofson écrit dans Chronon, à savoir que il suggère qu'il faut faire une distinction entre avoir un début et ne pas avoir toujours existé. C'est-à-dire, quand il dit qu'il y a un début, c'est qu'on n'a pas toujours existé. Mais si on prend les choses dans cette dynamique catégorique dont le zéro est exclu, avec des réels qui sont toujours interminables, eh bien, entre avoir un début et ne pas avoir toujours existé, il y a cette différence. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre un début, on peut dire j'ai un début, j'ai nécessairement un début, bien que je peux toujours pousser la division interminable pour aller vers le zéro sans jamais le rencontrer puisqu'il m'exclut. Et en même temps, ce début n'est pas mon début puisqu'il y a un commencement que Stéphane appelle origine des temps. Et ce commencement, c'est le zéro. Mais le zéro, il est exclu de la suite des nombres auxquels se correspond la catégorie dynamique du passé. Donc, ce que la mathématique apporte à la métaphysique ici, elle apporte ce grain à moudre, qui est l'expression même de Stéphane Dugofson, puisque je vous le cite. Voilà. La raison la plus importante qui a fait que j'ai choisi une dynamique avec un zéro exclu, dit-il. La seconde raison, parce que la première, c'est une raison technique, de technique mathématique. La deuxième raison, c'est la suivante. Est qu'il nous a semblé amusant de varier les plaisirs et de présenter un autre type d'horloge que celle déjà rencontrée avec la dynamique Yud, qui était la dynamique du futur, qui, elle, comporte un zéro. La dynamique du passé ne comporte pas de zéro. D'autant que la suppression de l'origine, donc je cite Stéphane Dugofson, la suppression de l'origine, la disparition de l'instant zéro, peut donner du grain à moudre aux métaphysiciens. C'est-à-dire que le commencement est toujours exclu du début. Plutôt, le commencement exclut le début. Le commencement est fait pour exclure un début. Pour faire que le début ne soit jamais, et ne puisse jamais atteindre son propre commencement. Au passage, c'est typiquement le genre de situation topologique, je cite Stéphane Dugofson, au passage, c'est typiquement le genre de situation topologique dont la considération pourrait, selon nous, par la subtilité des nuances qu'elle nous oblige à faire entre des idées proches mais distinctes, entre parenthèses, ici, l'idée de n'avoir pas toujours existé et l'idée d'avoir un début, donc, la mathématique vous permet de faire une nuance, la nuance que j'ai essayé d'exposer. Donc, je répète, par la subtilité des nuances qui nous oblige à faire entre des idées proches mais distinctes, ici l'idée de n'avoir pas toujours existé et l'idée d'avoir un début, cela constitue un matériau irremplaçable pour le philosophe. Par conséquent, nous pouvons conclure que mathématiques et métaphysique sont des disciplines, d'une certaine manière, qui se rencontrent dans la méditation de ce qui nous est le plus indispensable à penser.